Donc, comme s'il y avait un décalage de cette manière. Donc, finalement, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va repasser, en fait, finalement, tout ce qui peut relever de symptômes d'un trouble de l'attention. Donc, on l'a vu au départ, je vous ai présenté les symptômes des troubles de l'attention, mais tels qu'ils sont décrits précisément dans le DSM-5. Là, ce sont des symptômes et qu'on pourrait noter comme signes d'un trouble de l'attention. Donc, forcément, il y a des choses qui se recoupent avec les symptômes décrits par le DSM-5. Mais voilà, j'ai essayé de proposer des signes un peu plus larges qui vont un peu au-delà des critères purs du DSM. Donc, par rapport aux troubles de l'attention, donc ça va être attention aux détails, erreur d'étourderie, ça fait partie des symptômes DSM. Maintenir l'attention également. Semble ne pas écouter même quand on s'adresse à lui, difficulté à aller au bout des tâches, des jeux, des exercices. On a vu que ça, beaucoup, c'est des symptômes qui sont notés dans le DSM. Le fait d'éviter les tâches qui vont nécessiter un effort mental soutenu. Le fait de perdre ou oublier régulièrement des objets. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve pas mal dans le DSM. Les difficultés d'organisation, d'anticipation qui sont notées, qui sont évoquées aussi rapidement. Mais souvent, moi, j'essaye de creuser un petit peu plus à ce niveau-là. Donc ça peut être, réussit pas à... Alors, pardon, je vais un peu vite, mais surtout, les difficultés d'organisation, elles sont beaucoup en lien avec le fait de perdre ou d'oublier régulièrement des objets. Parce que du coup, il a du mal à s'organiser. Ça veut dire aussi, il ne prévoit pas son matériel, il oublie des choses. Donc, ça fait partie aussi, c'est ça aussi qui crée des difficultés d'organisation. Et ça peut être aussi parce que l'enfant n'anticipe pas, ne prévoit pas les choses en fonction de ce qui pourrait se passer. Par exemple, ça peut être simplement anticiper une tenue, un vêtement en fonction de la météo. Être distrait par les stimuli qui ne sont pas importants, donc ça fait partie aussi des critères du DSM, et puis évidemment, c'est assez central pour les troubles de l'attention. Alors, ce qui n'en fait pas partie, mais que moi je retrouve souvent et qui est souvent décrit aussi dans les études de cas, et que moi je retrouve beaucoup en clinique, c'est une fluctuation des compétences. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, où les familles nous disent, en fait, des fois ça marche très bien, il sait très bien faire, et puis à des moments, il ne sait plus faire. À la maison, il y arrive bien. À l'école, il a beaucoup plus de mal. Ou alors, à la maison, on voit une activité, on fait une activité à un moment, il y arrive bien, et puis on fait la même activité à un autre moment, il n'y arrive plus. Donc, la fluctuation des compétences, elle n'est pas forcément notée dans les symptômes du DSM, mais pour moi, ça peut être un signe assez important. Et pareil, d'ailleurs, aussi dans les évaluations, dans le QI, c'est vrai que je n'ai pas fait cette fois, pour cette présentation, je n'ai pas fait le profil intellectuel des enfants TDAH, mais pour simplement vous le dire rapidement, par rapport au QI, les enfants avec TDAH vont souvent avoir un IMT et un IVT, donc un indice de mémoire-travail et un indice de vitesse de traitement, qui est plus faible que les autres. Donc ça, c'est un profil un peu classique, mais encore une fois, ce n'est pas systématique, ce n'est pas tous les enfants TDAH qui ont cette dissociation-là. Donc, la mémoire de travail, évidemment, pourquoi elle est plus faible ? Elle fait partie des fonctions exécutives, et donc les fonctions exécutives, globalement, sont touchées, donc ça touche la mémoire de travail. En plus, c'est des tâches qui demandent de rester attentif. Et puis, la vitesse de traitement, parce que du coup, un problème d'attention peut créer une lenteur, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis là. En fait, parfois, surtout quand c'est des formes inattentives sans hyperactivité, c'est des enfants qui sont décrits comme lents. Alors, ils sont lents parce qu'ils se laissent disperser, s'ils se laissent distraire, ils se dispersent. Donc, ils sont lents, par exemple, pour se préparer le matin parce qu'en fait, ils se laissent distraire par d'autres choses. Et en fait, globalement, il peut y avoir aussi une lenteur un peu plus globale qui peut même se sentir dans les temps de réaction des enfants. Donc, c'est plutôt ceux qui ont le côté un peu rêveur, passivité, qui ont ce côté un peu lenteur. Et souvent, ce n'est pas ceux qui sont hyperactifs, mais ça peut être aussi les hyperactifs qui alternent entre des moments où ils sont très très rapides, impulsifs, ils font les choses trop vite, et des moments où ils sont trop lents, ils sont ailleurs et ils sont un peu passifs même parfois. Donc le côté rêverie, passivité des enfants qui peuvent être perçus comme paresseux ou une lenteur peuvent être aussi des signes de TDAH. Donc comme je le disais, ce type de trouble, ce type de symptômes est plus évident à partir de 6 ans, à partir du CP en général. Et souvent parce qu'en fait, c'est aussi un moment où on va demander plus d'exigences au niveau du contrôle du comportement.
Donc en maternelle, voilà, les enfants, elles sont un peu plus libres de bouger dans la classe, où il y a moins de temps, où on est obligé de rester assis trop longtemps. Ça, on le demande souvent à partir du CP, donc à partir de 6 ans. Et donc, du coup, on aura plus d'exigences au niveau de leur contrôle du comportement. Donc, ça va plus se voir s'ils ont du mal à contrôler leur comportement. Mais c'est aussi, on exige des enfants plus de discipline à partir de 6 ans parce que c'est un moment aussi où ils sont plus capables de le faire en lien avec la maturation cérébrale. Comme je disais, entre 3 et 6 ans, il y a une grande progression qui se fait sur les fonctions exécutives, donc ils arrivent mieux à contrôler leur comportement à partir de ce moment-là. C'est pour ça qu'on peut exiger d'un enfant de 6 ans qui reste assis toute une matinée en classe et que c'est beaucoup plus difficile de l'exiger d'un enfant de 3 ans, évidemment. Donc des irrégularités, oui, quand je dis fluctuation, irrégularité, c'est tout à fait ça, des capacités irrégulières. Ah oui, et pardon, c'est pour ça que j'avais parlé du QI. Excusez-moi, je me suis perdue dans mes idées. Parfois, ces irrégularités, ces fluctuations, on les voit aussi dans le QI, où du coup, il peut y avoir des enfants qui, sur beaucoup d'épreuves, ont des performances fluctuantes. En fait, dans les QI, dans les exercices du QI, on a une difficulté qui est progressive. Donc, normalement, vous réussissez bien ce qui est simple, et puis à un moment, ça atteint vos capacités, et donc vous allez commencer à plus y arriver, jusqu'à plus y arriver du tout, et là, on s'arrête, le test s'arrête. Donc, ce qui se passe, c'est que parfois, des enfants avec un TDAH vont échouer des items qui pourtant étaient faciles. Et vu qu'ils réussissent d'autres items plus difficiles, c'était évident qu'ils allaient normalement pouvoir réussir les items plus faciles. Et ils n'y arrivent pas. C'est plutôt parce que du coup, ils ont un problème sur la mobilisation attentionnelle. Donc, évidemment, on peut retrouver ces signes avant 6 ans. Mais c'est pas, disons que c'est simplement que j'ai dit que c'est plus évident de les voir à partir de 6 ans. Ils sont un peu plus, ils sautent un peu plus aux yeux. Ils sont un peu plus évidents, mais ils sont présents avant 6 ans également, bien sûr. C'est juste que ça va être un peu normal. On dira, bah, oh, il est un peu rêveur ou il est un peu lent. Enfin, ça va être plus accepté parce que l'enfant est plus petit. Donc, c'est plus facilement identifiable à partir de 6 ans. Pour l'hyperactivité-impulsivité, c'est un peu différent. Parce que c'est vrai que ça peut se voir, par contre, là, un peu plus précocement. Mais encore une fois, des fois, quand c'est un garçon, par exemple, on se dit, bah voilà, celui-là, il est un petit peu plus bouge-bouge. Et donc, en maternelle, finalement, son hyperactivité va être acceptée. Et puis, c'est arrivé au CP, où là, on veut lui demander de rester assis plus longtemps, de faire des activités qui vont lui demander plus d'efforts. C'est là où on va voir qu'il n'arrive pas à contrôler ça. Et c'est là où ça va apparaître, du coup, comme étant une hyperactivité. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est pour ça aussi que le diagnostic est parfois difficile avant 6 ans. Donc, les signes d'hyperactivité, bon, il y a des choses qui regroupent avec ce qu'on a vu du DSM, hein, une motricité excessive, constante, il est tout le temps en train de bouger, il a du mal à rester assis, il gigote, ça peut être plutôt le sentiment d'impatience motrice en grandissant, il attrape et manipule tous les objets qui sont autour de lui, ce qu'on appelle aussi des comportements d'aimantation, qui d'ailleurs surviennent suite à des lésions cérébrales frontales. On peut avoir ce type de comportement chez les adultes qui ont eu des lésions cérébrales frontales, donc qui ont ces comportements d'aimantation sur les objets. Des difficultés à attendre son tour, couper la parole, s'imposer, se précipite, veut aller trop vite, veut tout de suite, donne la réponse aux questions, digresse, coupe la parole, met en danger, etc. Alors, ils peuvent se mettre en danger, du coup, l'impulsivité peut amener à des situations de mise en danger. Et puis, des difficultés de gestion des émotions, donc qui ne sont pas notées dans le DSM et que j'ai rajouté là. Et c'est vraiment un symptôme qui me semble important. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui sera intégré dans l'avenir directement dans les symptômes du TDAH, même si ça pose pas mal de questions. Et on va en reparler de ces difficultés de gestion des émotions. Alors, un exemple de bulletin scolaire. Comment aussi, à l'intérieur d'un bulletin scolaire, on peut aller voir... on peut percevoir les signes des troubles de l'attention. Donc là, par exemple, on nous disait, Anthony doit se ressaisir. Il a les capacités. On sent que c'est des enfants qui, derrière, ont les capacités de faire plus, mais voilà, sont gênés. Trop de dispersion, soit plus attentif et plus sérieux. Comportement trop instable, il faut s'impliquer beaucoup plus, il faut rester concentré, t'investir. Donc là, dans le bulletin scolaire, on voit bien les difficultés d'attention du jeune Anthony.
qui ressortent dans les appréciations des professeurs. Mais c'est vrai que du coup, les professeurs lui mettent sous sa responsabilité, en fait, hein, comme si c'était lui qui ne mettait pas en place suffisamment d'attention, ne développait pas, enfin, et je commence à fatiguer, voilà, comme si c'était quelque chose dont il était vraiment responsable et qui était dépendant de sa volonté. Donc c'est toute la différence avec un TDAH, hein, c'est que le TDAH, ça ne dépend pas de sa volonté. Alors, sauf qu'au bout d'un moment, les enfants avec TDAH peuvent aussi se démotiver parce que justement, ils sont accusés de ne pas être sérieux. Donc finalement, ils prennent pour eux cette critique et finalement, ils deviennent ce qu'on projette sur eux. Mais au départ, même quand ils sont motivés, en fait, ils ont ces difficultés-là. C'est pour ça que les jeux de société, je trouve que c'est intéressant, parce que le scolaire, voilà, on peut toujours dire, bon, il n'aime pas l'école, de toute façon, il est en difficulté. En plus, s'il y a des troubles d'apprentissage associés, ça complique encore plus les choses. Mais c'est pour ça que voilà, les jeux de société, je trouve que c'est un bon exemple. En tout cas, examiner le bulletin scolaire et donc forcément aussi demander aux enseignants comment ça se passe. C'est hyper important. Et on a vu d'ailleurs que même ça fait partie des critères DSM, puisqu'on a vu que les symptômes doivent être présents dans au moins 2 contextes différents. Donc, par exemple, à l'école et à la maison. Donc, il faut savoir aussi comment ça se passe à l'école. Donc, voilà, pour toutes les activités ludiques, c'est intéressant de voir comment il s'en sort sur des activités ludiques. Alors, une activité ludique libre, les enfants, même avec un TDAH, peuvent être vraiment performants, enfin peuvent rester très concentrés pendant longtemps. Par exemple, ils peuvent faire des Lego ou jouer à des Playmobil ou jouer à la poupée ou jouer pendant de longs moments parce que c'est une activité libre. Ils ne sont pas en train d'être sur un effort cognitif. Ils ne sont pas en train de devoir mobiliser leur attention pour réussir quelque chose parce qu'ils ne sont pas dans une tâche qui nécessite une réussite. Ils sont dans une tâche libre de jeu libre. Le jeu de société, il y a des objectifs. Ça demande un effort et donc c'est une activité ludique avec un effort cognitif. Donc, il faut aller chercher ce type d'activité. Parce qu'un enfant TDAH peut très bien rester des heures sur un même jeu libre. Donc, voilà, les parents nous disent « Ah non, mais quand il fait des Playmobil ou quand il fait des Lego, là, il peut rester concentré très longtemps. » Mais parce que ça ne demande pas du tout le même effort cognitif qu'un travail scolaire ou qu'un jeu de société complexe. Ou, voilà. Donc, il faut faire attention. Et puis, surtout aussi, les parents, parfois, vont dire c'est les activités qui l'intéressent. Et donc, il n'est pas motivé. Alors, c'est vrai que du coup, c'est les activités qui intéressent les enfants, ils vont être meilleurs. Mais ça, c'est comme pour tout le monde. Vous, si je vous propose de faire une activité qui vous intéresse, qui vous passionne, ou en tout cas, voilà, qui vous intéresse, vous pouvez être très, très performant et mobiliser longtemps votre concentration. Si je vous demande de faire une activité qui vous intéresse un petit peu moins, vous allez devoir faire des efforts pour maintenir votre attention. Et c'est là toute la différence avec le TDAH, c'est que les enfants qui ont un TDAH, quand on leur demande de faire un effort face à une activité qui les motive un peu moins, c'est comme si l'effort était majeur, enfin très très important, comme si c'était vraiment difficilement atteignable parce qu'ils vont devoir mobiliser leurs ressources et que c'est des ressources qu'ils ont justement du mal à mobiliser, toutes leurs fonctions exécutives par exemple. Donc du coup, c'est normal qu'il y ait toujours cette distinction, cette dissociation entre les activités qui intéressent et les activités qui n'intéressent pas. Et après, il y a une dernière catégorie d'activités aussi, ce sont les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est du mouvement, de la lumière, un environnement très cadré. C'est fait pour capter l'attention. C'est conçu pour capter l'attention. Donc, devant un jeu vidéo, un enfant avec TDAH peut être très concentré pendant très longtemps. Et parce que toutes les conditions sont mises pour maintenir sa concentration. C'est le but du jeu vidéo, c'est qu'on reste dessus. Et qu'en plus, l'enfant sera très motivé parce que du coup, c'est quelque chose qu'il trouve très satisfaisant. Donc, voilà, les jeux vidéo, c'est aussi un peu à part. C'est pour ça que je trouve que les jeux de société, c'est un bon compromis pour en savoir plus à ce niveau-là.